c'est quand même la commémoration de l'attentat au Centre culturel islamique de Québec en 2017. Et ça, en tout cas, moi je suis très sensible. Je pense que à travers le Québec aussi, il y a certaines commémorations de ce niveau-là, parce que les personnes qui ont été assassinées cette journée-là, c'est parce que ces hommes-là étaient des musulmans qu'ils ont d'abord été assassinés. Et ça s'appelle de l'islamophobie. C'est parce que ces gens-là étaient des Arabes, à la peau un peu foncée, qu'ils ont été foudroyés. Ça s'appelle du racisme. Et c'est parce qu'ils étaient différents, un mot qu'on emploie beaucoup en santé mentale, nos différences. Hein? C'était des autres. Et ça s'appelle de la haine. Et je vous le dis aussi parce que pour moi, quand ce matin on parlait de la première stratégie qui est la primauté de la personne, il y a dans ça une revendication qui est de lutter contre la stigmatisation et les discriminations. C'est bien ça qu'on s'est dit. Alors, je voudrais insister sur le fait qu'on ne peut pas lutter contre les seules discriminations qui nous concernent, nous. Cet appel-là, il vaut pour toutes les discriminations, pour tous les racismes, pour toutes les exclusions. Et le fait qu'au regroupement, on veuille lutter justement pour ça, ben, ça nous appelle à nous ouvrir aussi à ce qu'il y a de souffrance dans d'autres catégories de la population. Parce que, je vais me retrouver, n'est-ce pas? Ça ne sera pas long. Parce que j'ai entendu ce matin aussi que, je ne sais pas, je pense Viviane t'avait dit ça, on pourra s'en reparler après, qu'il y a comme c'est comme naturel de lutter contre les injustices. C'est bien ça que j'avais compris? À peu près? Bon, alors, je dis oui et non. Je dis oui et non. Parce que la solidarité, c'est pas inné. On n'a pas ça dans nos gènes en partant. Il n'est ni naturel ni inné de considérer les êtres humains comme égaux, d'affirmer que toute personne doit participer à l'énoncé de la loi, aux revendications, etc. Que la liberté est le premier bien de l'humanité et l'ouverture aux autres une condition privilégiée de son existence. Que la solidarité reste une valeur et qu'elle ne se limite pas à son groupe, à son clan, à sa tribu, à sa communauté, à sa propre nation. Alors, la solidarité, ça s'apprend, ça se travaille, et je pense qu'une journée comme on vient de vivre, ça a été un lieu extraordinaire pour aussi apprendre à être ensemble et à travailler ensemble et à bâtir des solidarités. Deuxièmement, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'importance des mots. Quand Yves Brousseau, le président du regroupement, a commencé, a fait son introduction, puis je suis allée le voir tout à l'heure pour lui dire ce que j'allais dire, parce que je ne veux pas faire ça dans son dos. Je disais, il a dit à un moment donné, j'ai pas les mots pour m'exprimer comme, tu sais, des fois je comprends pas ce que les experts disent, ou alors j'ai pas les mots pour m'exprimer. Ben, les mots d'Yves et les mots des personnes, et il y en a des mots sur la fresque ici, etc. Là, on pourrait en prendre beaucoup. Ces mots-là sont aussi importants que les mots des experts. Hein? Les experts ne comprennent pas le langage populaire. C'est pas juste à sens unique, ça, c'est pas juste le fait que nous, ou que des gens ordinaires, en guillemets, expression affreuse, comme si les autres étaient extraordinaires. Hein? Ce langage-là, ces mots-là, pour le dire, les mots pour le dire,
constitue l'expression d'un vrai savoir, un savoir populaire. Quand Tremblay a écrit Les Belles-Sœurs, ce qui se dit dans cette pièce de théâtre-là est aussi important que 15 thèses de doctorat là, sur les mêmes réalités. Il y a une façon de dire les mots, façon de dire, et dans l'atelier de cet après-midi, j'ai entendu dans l'atelier où j'étais le premier ici, là, l'importance de comment on dit les mots, l'utilisation des mots. Donc, il me semble qu'il y a là, je dis à Yves, excuse-toi plus jamais de dire, je n'ai pas les mots pour dire les affaires. Au contraire, il faut les utiliser. Parce que viennent avec les mots, avec l'importance des mots, vient l'importance de prendre la parole aussi. Et pour moi, ça, ce que vous avez exprimé ici, souvent, c'est un enjeu de démocratie majeur à l'heure actuelle dans nos sociétés. On a une overdose de démocratie représentative, je dirais, on confie à des élus le soin de parler pour nous autres à notre place, etc. Mais on a, au contraire, une responsabilité importante de démocratie participative, et consultative, et délibérative, et directe. Hein? Exiger de participer. Participer, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Le droit de la participation de la Charte de Toronto, on ne rentrera pas dans ça, a installé comme un droit la participation des personnes concernées à tous les enjeux. Et ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas juste des êtres de besoin qu'on remplit ou qu'on assiste dans une perspective juste assistentialiste. Hein? Les gens, tout le monde, nous sommes des êtres de participation et d'action. Et on l'a vu aujourd'hui dans tout ce qui ressort des deux ateliers en particulier. Et il faut se souvenir qu'il n'y a pas de chronologie non plus dans la participation. S'il fallait attendre qu'on soit en parfaite santé, qu'on n'ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait pas de souffrance, etc., dans nos vies, pour participer, on ne participerait jamais. Hein? Moi, j'ai travaillé longtemps à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Et ceux et celles qui ont participé, qui ont créé les avocats populaires, ceux et celles qui occupaient les bureaux de bien-être social, je pense qu'on était 3 semaines à occuper les bureaux d'aide sociale. Ça ne devait pas être facile dans ce coin-là. Non, c'était pas facile, mais c'était ces gens-là. Ouais, hein? Ouais. Tu sais, une femme monoparentale qui vient de vivre de la violence, etc., puis qui vient quand même à la Malif, puis à l'occupation, etc., je ne dis pas que ça nie pas la souffrance, ça n'enlève pas les problèmes, etc., mais il n'y a pas de chronologie. Et quand moi j'entends parfois des intervenants dire « Ah, les gens ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas... » C'est faux, ça. C'est faux. La personne a le droit de ne pas le faire, ça, c'est vrai, mais il faut inviter à participer à l'action, puis laisser les gens choisir de venir. Mais il n'y a pas, encore une fois, de chronologie. Et je nous ferai remarquer que c'est toujours dans l'enjeu de la démocratie, de la prise de la parole, de participation, que c'est à partir du moment, je dirais depuis la fin des années 50, où des personnes psychiatrisées ou qui ont des problèmes, etc., ont commencé à parler dans l'espace public, hein, ont rendu une expression visible et audible dans l'espace public, leur expérience, leur réflexion sur ça. Qu'est-ce que ça signifiait? Et on refusé le monopole des psychiatres et des intervenants sur leur expérience à elles concernant la médication, concernant l'hospitalisation. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont progressivement changé et ont aidé à changer le regard sur les personnes psychiatrisées. Donc, la question de la participation, encore une fois, comme on a vécu aujourd'hui, comme le regroupement l'a fait et se reprépare à le faire lors de ces consultations-là, je pense que c'est pas un petit enjeu, c'est un enjeu de démocratie majeure à l'heure actuelle. Quatrièmement, par ailleurs, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à identifier et à approfondir
l'analyse des causes structurelles de la pauvreté et des inégalités. On a beaucoup parlé de pauvreté et d'inégalité, comme les indicateurs, déterminants sociaux, c'est ça, déterminants sociaux. Ben, d'abord, la différence entre travailler à enlever le plus de pauvreté possible et diminuer les inégalités, c'est deux enjeux, je ne dirais pas complètement différents, mais presque. Hein? Parce que les gens qui constituent le 1% de la société, là, hein, les plus riches, les plus possédants, etc., sont tout à fait d'accord pour qu'il y ait des mesures pour aider les pauvres. Mais diminuer les inégalités, par exemple, entre le 99% et le 1%, ça, ils ne sont pas d'accord. Ça, ils ne sont pas d'accord. Et les inégalités croissent à l'heure actuelle. Donc, il y a là un enjeu majeur, et c'est à cause du système dans lequel on est, qu'on ne nomme pas, mais qu'on devrait nommer, que ce soit qu'on appelle le capitalisme, qu'on appelle le néolibéralisme, qu'on appelle tout autre système qui ressemble à la construction systématique de ces inégalités-là. Il faut être capable, même si ça apparaît rébarbatif, etc., il me semble qu'on est capable ensemble de réfléchir là-dessus et de le contrer aussi. Hein? Parce qu'on a toujours vécu dans ces systèmes-là, toujours. Les cerveaux sont devenus des territoires occupés par les idées de la droite. Hein? Parce que, par exemple, utilisateur payeur, bon, à cette heure, tout le monde trouve que c'est la belle de l'allure, mais ça n'a pas d'allure. Tu vois? Cette idée-là, par exemple, moi, je n'ai pas d'enfant, pourquoi je payerais pour des garderies? Je n'ai pas de personnes âgées, moi, qui sont en train de mourir, pourquoi je payerais pour ces affaires-là? Ces affaires-là, ben, ça, là, ça, c'est des idées de droite, des idées qui viennent d'un genre de système. Hein? D'ailleurs, Eric Fromm disait, le capitalisme, c'est un système qui empêche d'aimer le monde, qui nous confine à des comportements individualistes, etc. Donc, n'ayons pas peur de les nommer et d'approfondir ensemble notre analyse de ça. Et deuxièmement, à ce niveau-là aussi, ben, on a parlé un peu ce matin aussi, les déterminants sociaux, ce n'est pas le système de santé, de services sociaux qui peut s'occuper de ça. Bon, on peut s'entendre là-dessus. Alors, si on veut s'acharner à demander aux psychiatres, aux infirmières, aux travailleurs sociaux, aux gestionnaires du réseau, de s'occuper du logement, de s'occuper de la mobilité, etc., ça ne marche pas. Ça marche pas. Mais on a confié, par ailleurs, on confie au réseau de la santé un travail de prévention. Prévention, ça veut dire quoi, là? Quand, tu sais, sur la fresque, là, pas capable de me payer la passe de bus, mon chèque social est plus petit que le prix du loyer. Qu'est-ce que tu veux que le travailleur social fasse par rapport à ça, lui, là? S'il est juste travailleur social, puis s'il n'est pas engagé politiquement pour changer ces questions, ces situations-là. Donc, on pourrait en discuter ensemble si on veut, mais ça suppose à ce moment-là, pour un regroupement comme le nôtre, de bâtir des nouvelles alliances et de travailler avec les groupes en défense de droit, comme le FRAPRU, comme Viviane en a mentionné plusieurs autres, oui, qui travaillent sur ça et de faire des alliances avec ces groupes-là. Et d'ailleurs, la loi d'élimination de la pauvreté, il faut se souvenir que c'est une loi qui était adressée à l'ensemble du gouvernement. Bon, je pense qu'il y a eu un choix, j'ai bien compris, de ne pas utiliser les éléments économiques dans l'analyse. Je pense qu'en tout cas, traiter de la pauvreté sans traiter de la fiscalité, sans traiter du marché de l'emploi, sans traiter du rôle du privé et de la privatisation, il y a quelque chose qui est absent à ce moment-là, trop absent à mon avis de nos analyses.
L'autre aspect, c'est que les luttes sont longues aussi. Les luttes sont longues. Hein? Parce que quand je nous écoutais ce matin aussi, je me disais, puis je parlais à Guy Châteauneuf qui est venu, il y a des thèmes qui sont récurrents. Hein? On revient, ici, ce que vous aviez fait ici, la psychiatrie officielle faisait fausse route dans l'intervention de Marie-Claude ce matin, c'était tellement évident, puis dans celle de Viviane aussi, là, on revient sur des luttes, mais c'est pas étonnant, hein? C'est parce que les luttes sont longues et le thème de passer du je au nous collectif, c'est super important parce qu'on est toujours placé devant cette idée-là que qu'est-ce que ça donne. Cette idée-là que si je fais une manifestation demain matin, puis que je n'ai pas un résultat immédiat, que ça donne de faire ça. Puis à force d'en faire, on se tanne, puis on se décourage, puis, mais qui sommes-nous pour être découragés? Hein? On pourrait faire un livre. Hein, on pourrait faire un livre là-dessus. Non, mais s'il avait fallu que les Noirs arrêtent de lutter après 30 ans, 40 ans, 50 ans contre l'esclavage et contre la discrimination, s'il avait fallu que les femmes arrêtent de lutter après 100 ans contre les violences, puis même doivent continuer de ça. Donc, il faut puiser en nous cette, je dirais, cette posture-là, cette attitude de résistance, y trouver de la joie aussi à l'intérieur de ça, même si on n'a pas un résultat immédiat demain matin. Et toute la force des mouvements sociaux, c'est d'être capable de continuer dans les luttes, de les recommencer de façon différente, avec d'autres mots, d'autres langages, d'autres tactiques de mobilisation, comme il y en est sorti. C'est extraordinaire, tout ce qui sortait des ateliers. Encore, il nous faut recommencer, mais qu'il y a dans le recommencement, c'est le recommencement du monde à chaque fois qu'on réinvente. Moi, je disais, c'est le fun de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont ici que moi je ne connais pas. Ben, c'est aspirant aussi. Aussi parce que il nous faut... il ne faut pas juste avoir des luttes pour avoir de quoi vivre, mais avoir des raisons de vivre. Et ça, on rentre là dans l'imaginaire, dans la beauté. Tu sais, c'était du pain et des roses. Il nous faut les deux pour vivre. Hein? C'est vrai que des roses, ça ne donne pas à manger, mais si on a juste à manger et qu'on n'a pas d'autres dimensions dans notre vie, ben, il va nous manquer quelque chose. Et ça, le regroupement est capable de faire ça. Autre chose, les luttes sont longues, mais les luttes aussi, puis je l'entendais dans l'atelier qui était ici, il nous faut garder le cap sur l'intuition puissante de fond qui est à la base de ce regroupement-là, à savoir le ailleurs et autrement en santé mentale. Vous le reprenez de façon différente et en ayant un accent fort sur le autrement. Parce que l'ailleurs, hein, moi j'ai un frère qui est hospitalisé à Charlemagne. Hein, puis le département de psychiatrie de Charlemagne, c'est comme un hôpital, c'est comme un asile, finalement. Donc, le autrement est majeur dans nos revendications. Et revenir, pas revenir, mais garder cette idée-là d'un partenariat conflictuel. C'est-à-dire qu'on soit capable d'être dans la rue et dans des instances de consultation, de participation, etc. Mais les deux, quand on négociait, nous autres, avec le PSOC à l'époque, là, on se faisait reprocher de dire, bon, ben, vous venez négocier, puis vous nous dénoncez le lendemain matin, ben, on disait, c'est exactement ça notre rôle. Parce que, attendez-vous pas qu'on soit d'accord avec vous autres. Il faut faire les deux. On est ici avec vous, on négocie. Puis quand on négocie, hein, on fait... C'est difficile la négociation aussi. Il faut faire travailler ses neurones, là, hein? Contrer les arguments. Il faut déconstruire
le discours de la biopsychiatrie, etc. Mais ça, c'est du travail, c'est le travail que vous êtes en train de faire aussi. Mais il faut aussi travailler avec ses pieds, donc dans des manifestations, marcher, etc., et faire les deux. S'ils ne sont pas capables de comprendre ça, ça c'est leur problème. Mais cette notion-là de partenariat conflictuel, si comme mouvement social on l'oublie, si on est juste dans la négociation ou juste dans la volonté de travailler chummy avec les fonctionnaires, il risque d'y avoir des dérives à l'intérieur de ça. Alors moi, j'ai senti, en tout cas dans plusieurs interventions, une volonté de se mobiliser, là, puis de prendre sa place et de la prendre comme il faut. Alors, il me semble qu'il y a ça. Et finalement, il y a deux ou trois enjeux qui me semblent dont je n'ai pas entendu parler beaucoup, mais il me semble qu'on pourrait les intégrer quelque part dans nos travaux. C'est la question des femmes, la perspective féministe sur les problèmes de santé mentale. Le regroupement avait déjà travaillé sur ces questions-là, parce que pour les femmes, il y a des reculs majeurs très importants à l'heure actuelle face aux droits des femmes. Sur la question de l'avortement, c'est toujours très fragile. Sur la question des violences sexuelles, comment se fait-il qu'encore en 2020, il y a des conjoints qui se font tuer, massacrer, etc. Comment c'est possible encore, ces questions-là? Et la folie a un sexe, hein, on l'a souvent dit. Donc, avoir des perspectives féministes, même à apporter dans nos revendications, dans les instances de consultation, je pense que c'est important. La question de la diversité culturelle aussi, immigration, diversité, refuge, on va en parler plus longuement, mais parce qu'il y a l'arrivée de nouvelles personnes contribue à renouveler notre société aussi. Hein. Donc, il y a une attitude d'accueil, de la même façon qu'on veut accueillir la différence en santé mentale, on accueille la différence. Et l'autre perspective pour moi importante, c'est tout ce qui concerne le rapport aux Premières Nations, aux peuples autochtones. Parce qu'on a raté notre rencontre avec les peuples autochtones, on s'est privé d'une relation très nourrissante avec toutes ces civilisations-là. Il est temps qu'on reparte sur une autre base, et nous on dit, dans d'autres lieux, un Québec, 12 nations, pas juste une nation francophone québécoise, mais 12 nations. Il y a 11 nations qui habitent le territoire et, là, j'ai pas le temps, mais la poésie fantastique de la part des Autochtones. Et je finirai, je pense que j'ai fini, hein? Mais on va éteindre les lumières. Non, vous la connaissez, hein, la nostalgie de la folie. Connaissez-vous cette... c'est un psychiatre, hein, mais oui, il y en a qui la connaissent certainement. Parce que, pour moi, ça signifie un peu ce que nos luttes peuvent prendre et qui prennent depuis déjà plusieurs générations, mais qu'il faut continuer. Le mot « fou » ici est employé avec beaucoup de dignité. Les fous ont l'air d'être mis de côté et d'être oubliés des hommes. Ils ont l'air d'avoir été mis au rebut. Ce n'est qu'une impression. Qui a dit qu'ils avaient perdu la liberté et qu'il fallait les guérir? Qui a dit qu'ils ne compteront pas dans la valeur du monde? Ils avaient tout risqué pour trouver la densité de la vie, ce qui l'épaissit et ce qui se dépose au fond d'une existence. Il n'est jamais trop tard pour tendre l'oreille. L'écoute patiente et tolérante du discours des fous pourrait bien nous rendre un peu plus humains, nous les normaux, qui, à longueur de journée, faisons comme si nous n'allions pas mourir, comme si l'amour c'était facile, comme si le monde, l'argent, les voitures, la bonne bouffe étaient éternels, comme si les oiseaux multicolores, les orchidées fragiles et ton visage, mon amour, étaient simples et dépourvus de mystère. Si d'aventure nous croisions un fou sur notre chemin, courbé sous le poids de sa charge et qu'il nous fasse signe, il vaut la peine de s'arrêter et de se donner un peu de temps. Où allons-nous d'ailleurs si vite
Prenons-le un instant à bord, ou marchons avec lui. Ce qu'il a à nous dire est important. Je crois qu'il faut écouter les fous et prendre soin de leurs précieux bagages, car ils sont porteurs de la douleur et de la tragédie, mais aussi de la vérité du monde. Alors, merci beaucoup.